j'espère que vous allez bien et que votre entourage aussi. Parce qu'aujourd'hui, je vais probablement vous tuer le moral, clairement. Je déconne pas, ça va être une vidéo super dure à faire pour moi. C'est l'histoire, je pense, dans le true crime qui m'a le plus touchée de toute ma vie. D'ailleurs, si la tête du tueur est sur ma vidéo d'intro, c'est justement pour ça. Aujourd'hui, pas d'humour dans ma vidéo, je suis désolée. Je verrai au montage, mais je pense juste déjà clairement que ça va juste pas être possible en fait. C'est l'histoire de la famille Watts. Bon, je pense que la plupart d'entre vous en ont déjà entendu parler. Cette famille, donc tuée par une grosse merde, le père de famille justement. Cet homme qui est une véritable pourriture. Enfin, il mérite même pas qu'on parle de lui en fait, mais Shannan, Bella, Sissi et Nico, eux, si. Voilà. D'ailleurs, ma vidéo risque d'être très très longue, mais en fait, c'est que je veux pas zapper un seul détail de leur histoire. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je lirai la lettre de confession détaillée du tueur qui est sortie récemment dans son livre. Je vous le dis tout de suite, c'est horrible. C'est justement pour ça que les personnes sensibles ne doivent en aucun cas regarder cette vidéo. C'est pas pour les images, mais c'est pour l'histoire et surtout pour la lettre du tueur à la fin. C'est horrible, c'est atroce. Allez, on y va, parce que ma vidéo va déjà être très très longue, alors je vais faire court. Donc juste un petit rappel vite fait, l'abonnement, les j'aime, les cloches de notification, le Twitter et l'Instagram, c'est gratuit. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, on va partir en Caroline du Nord. C'est là que se sont rencontrés en 2009 Shannan Resek et Christopher Watts. Shannan, elle est née le 10 janvier 1984 à Aberdeen dans le New Jersey. Elle est la fille de Frank et Sandra et elle avait aussi un petit frère. C'était une famille américaine de classe moyenne, vraiment sans histoire. Chris Watts, lui, mieux connu maintenant sous le nom du monstre de Denver, est né le 16 mai 1985 à Spring Lake en Caroline du Nord. Il est le fils de Ronnie et Cindy Watts, donc c'est également une famille américaine de classe moyenne, quoi, et sans histoire. Enfin voilà, bref, on en revient donc en 2009. C'est là que notre histoire commence. Nous sommes donc en Caroline du Nord et les deux familles habitent là. C'est une amie de Shannan qui lui dit « Eh vas-y, j'ai un homme à te présenter, vous iriez trop bien, sérieux, vous iriez bien ensemble et tout. » Enfin, le cliché quoi, tout le monde connaît ça. Et Shannan n'a été pas vraiment chaude pour ça. Elle n'était pas vraiment intéressée à le rencontrer. Mais son ami lui a fait une suggestion sur Facebook. Vous savez, les suggestions d'amis. Shannan, elle a viré 2 fois, elle a supprimé cette invitation. Elle avait 25 ans et vraiment, elle voulait vraiment se concentrer sur sa carrière. Quelques mois plus tard, Chris lui fait encore une demande d'amis. Et ce coup-ci, malheureusement, Shannan accepte. Elle aurait mieux fait de se casser une jambe, comme on dit. Ou alors elle aurait dû carrément le signaler à Facebook. Enfin bref, j'en sais rien. Mais bon, en tout cas, 2 semaines plus tard, ils se sont rencontrés et ils sont sortis ensemble. Et des deux côtés, en fait, ça a été le coup de foudre. Ouais. 2 semaines plus tard, ils étaient en couple. Alors, dès le départ, Shannan, elle lui a dit « Écoute Chris, là, clairement, je veux pas m'engager, je veux pas me marier tout de suite. » Bah oui, parce qu'en fait, Shannan, déjà, elle venait juste de divorcer, donc ça calme. Et en plus de ça, elle venait juste d'apprendre qu'elle avait le lupus. Alors ça, c'est terrible. C'est une maladie chronique auto-immune qui s'attaque aux cellules de l'organisme. Elle les détruit, en fait, au fur et à mesure. C'est très, très grave. Tu peux mourir, en fait. Et pour couronner le tout, attends, comme si c'était pas assez, elle était atteinte de diabète.
Alors à ce moment-là, quand elle apprend tout ça, tout s'effondre pour elle en fait. Hein. Tu m'étonnes. Alors bon, donc c'était pas facile au final de gérer une nouvelle relation et sa santé en même temps. Mais Chris, lui, apparemment, hein, il va la soutenir dans la maladie. Shannon dira même de Chris plus tard qu'elle lui a fait vivre le pire d'elle pour le faire fuir en fait, mais que malgré tout, il est toujours resté près d'elle. Elle dira qu'il était merveilleux et qu'il prenait bien soin d'elle. Enfin bref, j'en sais rien, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'ils se sont mariés 3 ans plus tard, soit en 2012. Chris avait 27 ans et Shannon en avait 28. L'année d'après, en fait, pour le travail et diverses raisons, ils ont décidé de déménager dans le Colorado. Ils se sont achetés une immense maison à 400 000 $. Et ils ont emménagé du coup dans cette maison en 2013. Le couple était maintenant prêt à avoir des enfants. Mais malheureusement, à cause de la maladie de Shannon, c'était super compliqué. Donc, ils ont fait appel à une clinique de fertilité pour une PMA. Alors, c'est le 17 décembre 2013 qu'est née la petite Bella. C'était vraiment un couple parfait, des très bons parents, leurs emplois respectifs allaient super bien. Chris il travaillait chez un concessionnaire et Shannon travaillait en vente. En 2015, Chris a changé de job pour travailler dans une compagnie pétrolière et Shannon s'est mise à travailler dans un centre d'appel téléphonique. Le 17 juillet 2015, Shannon et Chris ont eu leur deuxième petite fille, Céleste, dit Sissi. Malheureusement, la petite Sissi est née avec des problèmes de santé. Mais rien de très grave, hein, rien de... Voilà. Bella et Sissi, par contre, faisaient de l'asthme sévère. J'adore les États-Unis, franchement, je kiffe. Mais faut avouer quand même que le système de santé américain, c'est clairement de la merde. Alors du coup, entre le lupus de Shannon et les problèmes de santé de Bella et Céleste, les factures médicales s'élevaient à des milliers de dollars. En plus, Shannon avait eu une petite chirurgie à cause de son lupus. Le couple s'est ramassé du coup avec des grosses dettes. Ils ont même dû faire un dossier de surendettement en 2015. Leur dette s'élevait à plus d'un demi-million de dollars. C'est énorme. Pendant cette période, du coup, Shannon a décidé de rester à la maison pour s'occuper des filles et de commencer à travailler dans une compagnie nommée Level. Alors, Level, c'est un truc où tu fais des ventes de chez toi, tu sais, sur les réseaux sociaux, sur Internet et tout. Et Shannon, elle était vraiment très très bonne en vente. C'était une super bonne vendeuse, donc ses affaires, elles allaient super bien. Grâce au taf de Shannon, ils ont réussi en fait à se sortir de la merde. En plus de ça, Shannon, elle s'est fait payer des voyages et même, une Lexus par la compagnie, donc Level. En 2017, c'est là que notre histoire part en cacahuète. Chris, bon père de famille, a commencé à merder. Il a commencé une relation extra-conjugale avec une de ses collègues de travail, Nicole Kassinger. Le 29 mai 2018, Shannon annonce à son mari qu'elle est enceinte d'un 3e enfant. Je vais vous mettre la vidéo où on voit la réaction de Chris, et alors que je vous rappelle qu'il la trompe déjà depuis un bon moment. Regardez-moi ça, c'est un gros faux cul.
We did it again. I like that shirt. Really? Really. That's awesome. So pink means... That's just a test. I know. It just says that pink is going to be girls. I don't know. Just a test. That's awesome. Guess when you want to, it happens. Enfin voilà. En tout cas, en juin 2018, Shannon est partie pour la Caroline du Nord pour voir sa famille. Elle est partie avec donc du coup les 2 filles. Chris devait la rejoindre un peu plus tard à cause de son travail. Bah oui, hein, et pas que pour ça, tiens. Enfin bref. En tout cas, pendant que Shannon était là-bas, elle s'inquiétait parce qu'en fait, Chris, il était vachement froid, il répondait pas toujours à ses messages. Des fois, même, il répondait carrément que le lendemain. Et là, Shannon, elle était genre, mais vas-y, qu'est-ce qui se passe? D'habitude, tu réponds toujours à mes messages. Et là, vas-y, je suis pas là, tu réponds pas. Donc, le 7 juillet, on sait que Nicole et Kassinger et Chris se sont appelés 2 minutes. Le 8 juillet, Chris envoie un message à Shannon et lui a répondu « Ah, désolé chérie, je me suis endormie et quand je suis arrivée à la maison, la chaleur m'a tuée, je t'aime tellement. » Bah oui, tous les jours, tous les jours. Bon, en tout cas, Shannon lui a répondu plus tard dans la journée en lui disant « Tout va bien, vas-y, on dirait que tu veux pas me parler, j'arrête pas d'essayer de te parler et c'est comme si je devais te forcer en fait. » Chris lui a répondu « Oh, tout va bien bébé, j'ai eu beaucoup de travail ces derniers jours, j'ai plein de nouvelles responsabilités au travail, je voulais pas être sec chérie, hein, je t'aime gros comme la lune. » Putain de menteur. Alors, Shannon, elle lui a répondu « Tu me manques et je sens en fait juste que tu vas aller faire de l'exercice, juste que tu vas aller courir. » Si elle savait, il n'y a pas que ça. Bref, Chris lui répond « Courir aide à s'aérer l'esprit et à se libérer de tout. » Bref, Shannon répond « J'aimerais juste que mon mari veuille me parler. » Là, c'est triste parce qu'on sent vraiment qu'elle commence à avoir des doutes sur lui. Pourtant, voilà, en fait, pour elle, tout allait très bien quand elle était encore au Colorado. Le 14 juillet, on sait que Chris et Nicole sont allés visiter un musée ensemble. Ils ont passé la journée ensemble et toute la journée, Chris a ignoré les appels de sa femme. Ensuite, Shannon, donc plus tard dans la journée, elle a proposé à Chris d'aller dans une thérapie de couple quand elle reviendrait évidemment au Colorado. Chris a refusé catégoriquement. Il a dit « Oh, vas-y, c'est bon, on n'a pas besoin de ça. Hein. » Bullshit, comme on dit ici. Bref, pendant ce temps-là, Nicole et Chris en ont profité pour se voir presque tous les jours. Chris, il avait une application secrète dans son téléphone où il cachait en fait toutes les photos que Nicole lui envoyait. Des photos, je vous raconte pas. Hein. En fait, c'était une sorte de calculatrice, en fait, style la calculatrice que vous avez sur votre téléphone, mais en fait, ça planque plein de trucs. Et Nicole, elle lui envoyait plusieurs photos sexy chaque jour. Chris, lui, il était vraiment amoureux. Hein. Il l'emmenait danser, il l'emmenait au restaurant, ils passaient vraiment tout leur temps ensemble. C'est dégueulasse. Cet enfoiré, il était heureux avec sa maîtresse pendant que Shannon, elle était là à s'occuper de leur fille et à s'ennuyer de son mari. C'est triste. Nicole, elle, de son côté, elle se faisait des idées sur la relation avec son amant. Hein. Elle cherchait sur Google « L'homme avec qui j'ai une relation veut laisser sa femme ». On sait même qu'elle a regardé les robes de mariée. Chris, lui, il a cherché sur Google « Quand dire je t'aime pour la première fois ». Enfin bon, vous voyez le genre.
Shannon, elle, de son côté, elle était extrêmement frustrée. Elle parlait à ses amis de ses problèmes de couple. Elle laissait beaucoup de messages de désespoir sur Facebook en disant qu'elle était en manque d'amour, en manque de son mari, en manque de sexe, en manque de tout. Le 31 juillet, Chris a enfin pris l'avion pour aller rejoindre sa famille en Caroline du Nord. Mais même sur place, il continuait à être froid et distant, presque même méchant avec Shannon. Et Nicole, sa maîtresse, elle, continuait à lui envoyer des photos. Le 8 août, Shannon et Chris sont retournés dans le Colorado et ils se sont engueulés et sévères. Elle avait prévu d'annoncer à Chris le sexe du bébé, mais à cause de cette dispute, elle ne l'a pas fait. Shannon attendait un petit garçon. Quand ils en ont reparlé, Shannon a été super heureuse de lui dire que vas-y, c'est ton premier garçon quoi. Mais Chris, lui, il a dit écoute, là c'est bon, vas-y, j'ai pas d'argent pour un troisième bébé, ça va mal notre couple, un troisième bébé, ça va rien arranger, je pense que je veux divorcer. Et là, Shannon, elle était sur le cul, hein, clairement. Hein. Elle lui a dit quoi ? D'où ça sort ça ? Il y a 2 mois, notre couple il était parfait. Le 9 août, soit donc le lendemain de la dispute, Shannon a quand même envoyé un message à une de ses amies. Elle lui a dit qu'elle était contente parce que Chris avait accepté d'aller en thérapie. Les choses, selon elle, allaient enfin s'arranger. Elle a donc pris l'avion pour l'Arizona pour un voyage d'affaires. Pour Lovell, vous savez, sa compagne. Chris, lui, est resté à la maison avec les 2 filles. La même journée, Chris a envoyé cette photo assez troublante à Shannon. Ouais. Shannon lui a répondu genre vas-y, pourquoi tu m'envoies ça ? C'est pas drôle, c'est morbide, c'est horrible et c'est clair, c'est dégueulasse. Enfin bon, le 13 août, Shannon est revenue chez elle, c'est sa collègue et amie qui l'a emmenée. Et sur la route, Shannon a fait part de ses inquiétudes à Nicole. Ah oui, son amie s'appelle Nicole comme la maîtresse, mais vous inquiétez pas, c'est pas elle, c'est pas la même personne. Bon, en tout cas, Shannon était inquiète au sujet du bébé. Elle avait des douleurs, elle se sentait pas bien, donc Nicole l'a rassurée quand même en lui disant qu'elle avait rendez-vous chez le médecin le lendemain matin, donc voilà, avant de paniquer, il fallait qu'elle attende l'avis du médecin. Shannon est donc arrivée à 1h48 du matin. Le même matin, à 5h30, Chris a quitté la maison pour aller au travail. Alors, on le voit bien sur les caméras de surveillance. À 8h25, Chris a téléphoné à sa femme pour prendre de ses nouvelles. L'appel a duré exactement 23 secondes. Il va ensuite appeler l'école de ses filles pour les avertir que les filles en fait n'iraient pas à l'école cette même journée. En attendant, Shannon ne répondait pas au téléphone, ni à Chris, ni à ses amis, ni à sa famille. Donc ça a commencé à devenir quand même super inquiétant, hein, on est tous d'accord. À 12h10, Nicole, l'amie de Shannon, celle de la veille, vous savez, a été à la maison de Shannon, vu qu'elle ne répondait pas au téléphone. Elle a frappé à la porte sans réponse. Elle a appelé plusieurs fois, elle a regardé à travers la porte de garage et elle voit que la voiture de Shannon, elle est là. Donc là, elle s'inquiète. Mais bon, elle connaît le code de sécurité de la maison. Du coup, à 12h17, elle essaye d'entrer, mais malheureusement, le crochet de sécurité, vous savez, à l'intérieur, il était mis. Donc en fait, elle a juste pu entrouvrir la porte.
Alors, elle a pensé tout de suite que vu que Shannon était diabétique, elle était sûrement en coma diabétique. En même temps, à ce moment-là, Chris, sur son téléphone, vous savez, il a reçu une alerte de sécurité comme quoi quelqu'un essayait de rentrer chez eux. Nicole, l'amie de Shannon, a appelé Chris là, pour lui demander ce qui se passait. Vas-y, qu'est-ce qui se passe? Elle est où ta femme? Chris lui a répondu: mais non, t'inquiète, vas-y, y a pas de problème. Shannon, elle est allée jouer avec les filles et une autre amie. Donc, en voyant que Chris en avait un petit peu rien à foutre, Nicole a appelé la clinique médicale où avait rendez-vous donc Shannon à 10h du matin. La clinique lui a répondu que Shannon, elle n'avait pas été à son rendez-vous. Alors là, gros coup de flip pour Nicole. Elle a donc rappelé Chris à 13h en lui disant: viens là, vas-y, mind-toi, ta femme, elle n'est pas allée à son rendez-vous ce matin, il y a quelque chose qui est en train de se passer, inquiète-toi là, un peu, réagis. Chris lui a donc dit: ouais, vas-y, j'arrive. À 13h40, il était toujours pas là. Du coup, Nicole, elle s'est dit: vas-y là, clairement, il s'en fout, et elle a donc appelé la police. Immediately call police. I can't get a hold of her. I've called, I've texted. Her car's in the garage. Her shoes she wears every single day are by the front door. Quand la police est arrivée sur les lieux, ils ont dû insister lourdement avec Chris pour qu'il vienne ouvrir la maison. Au bout d'un long moment, il est finalement arrivé. Le policier, donc, il avait une GoPro, donc voilà, toute l'intervention, elle a été filmée. Finalement, donc, ils sont rentrés dans la maison avec les policiers. Alors, il n'y a eu personne dans la maison, hein, bien évidemment. Ils ont fouillé partout. Et en fouillant partout, Chris dit: regardez, vas-y, j'ai trouvé l'alliance de ma femme. Elle la quitte jamais. Elle quitte jamais cette bague. Ah bah là, ça devient inquiétant, hein. Donc, bon. Chris dit aussi aux policiers: écoute, Shannon, elle est arrivée à 2h du matin, à 5h, je me suis réveillée pour aller au travail, on s'est un peu pris la tête, mais je suis quand même partie à 5h30. Bref, en fouillant encore plus dans la maison, ils ont retrouvé le téléphone de Shannon, son sac à main. Donc bon, voilà, si elle était partie, c'est des choses qu'elle aurait pris avec elle. En plus de ça, son traitement médical pour le diabète et le traitement des filles était encore dans la maison. Quand ils sont montés à l'étage, le lit, il était complètement défait et complètement vide. Il y avait la grosse couverture, la couette quoi, qui était au sol et il n'y avait pas les draps. On a donc retrouvé le drap-housse et les thés d'oreiller à la poubelle. Normal quoi. Tout le monde met ses thés d'oreiller et ses draps à la poubelle tous les matins. Bref, si c'est pas bizarre ça. Bon, en tout cas, après, donc il y avait aucun signe d'agression dans la maison, mis à part des choses un peu bizarres, étranges quoi. Le voisin, au bout d'un moment, il a interpellé le policier en lui faisant remarquer que le comportement de Chris, il n'était pas normal. Qu'il bougeait beaucoup, qu'il était à droite à gauche, il était très stressé par rapport à d'habitude. Ils ont ensuite été chez le voisin regarder la caméra de surveillance qui donne justement sur le garage en fait de Shannon et Chris, de leur maison. Et on voyait clairement Chris charger des sacs dans sa voiture, mais aucune trace de Shannon et des filles. Donc c'est là qu'ils ont déclaré la disparition de Shannon, Bella et Céleste. Chris est apparu dans les médias et a demandé au public de l'aider à retrouver sa femme et ses filles. What would you like to tell your wife and your kids? Shannon, Bella, Celeste, if you're out there, just come back. Like, if somebody has her, just please bring her back. I need to see everybody. I need to see everybody again. This house is not complete without anybody here. Please bring her back. That's it. I can take that mic off you.
Mais le public, il n'était pas très très confiant. Hein. En effet, Chris, et le public le trouvait ni stressé, ni inquiet et ni motivé à retrouver sa femme. En fait, il a un peu essayé de se la jouer à la mode, vous savez, Jonathan Daval devant les caméras, mais avec Chris, ça n'a pas fonctionné du tout. Le pire dans tout ça, c'est que dès le lendemain, sa maîtresse Nicole, elle continuait à lui envoyer des photos. Le FBI, donc évidemment, s'est très vite intéressé à cette affaire. Tu m'étonnes, deux filles en bas âge, une femme enceinte qui disparaissent comme ça, ça intéresse forcément le FBI. Ils ont donc interrogé tous les proches et les membres de la famille. C'est là qu'ils ont découvert que Chris, il était très froid et distant avec sa femme dans les dernières semaines. Donc déjà, à la base, Chris, il n'était pas très convaincant, mais après ça, tous les soupçons, ils sont un tout petit peu portés vers lui, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc bon, on lui demande le 15 août s'il acceptait de se soumettre au polygraphe. Polygraphe, c'est le détecteur de mensonges. Alors, il a accepté. Alors, je sais même pas pourquoi il a accepté, d'ailleurs, parce que c'était un désastre. Il a échoué à toutes les questions qui lui ont été posées. Au même moment, donc la police était en train de fouiller dans les ordinateurs de travail de Chris. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'il avait une relation extra-conjugale avec Nicole Kassinger. Elle s'est rapidement fait interroger et elle dira qu'elle ne savait pas qu'il était marié. Alors en plus de pas avoir de sens moral, elle est sans scrupules et c'est une grosse mytho. De toute façon, les policiers ils lui mettront dans les dents que le 1er septembre 2017, elle avait cherché le nom de Shannon Watts sur Facebook. Alors voilà, faut pas prendre les gens pour des cons. Enfin bref, au final, elle sera quand même totalement innocentée au bout du compte. En revenant à Chris, parce que voilà. Pendant son interrogatoire, en parallèle, les inspecteurs donc fouillaient la voiture de Chris. Et ils ont vu qu'elle possédait en fait un GPS intégré, vous savez. Ils ont alors décidé de suivre le GPS et ils vont aller voir où était allé Chris le matin du 13 août à 5h30. Ils ont vu qu'il avait été dans un endroit désertique au chantier Anadarko Petroleum. Alors, ils sont allés donc sur le site, ils ont passé le site au drone et ils ont découvert un drap blanc, le drap blanc disparu de la maison de Shannon et Chris. Près du drap, il y avait de la terre qui était retournée récemment, ça se voyait. Au même moment, donc, on accorde le droit à Chris de parler à son père. Et c'est là qu'il avoue tout, mais à demi-mot hein, quand même. Voilà, faut pas non plus en faire trop. Du coup, il met tout sur le dos de sa femme, qu'elle aurait fait du mal aux enfants et que du coup, il se serait vengé sur elle. Il lui dit que le matin exactement du 13 août, il a eu une dispute avec sa femme et là, il a entendu des bruits très forts à l'étage. Il est allé voir et il a vu Bella, paf, par terre sur le sol, inconsciente et Shannon en train de tuer Céleste. Chris aurait alors mal réagi et il aurait tué sa femme de rage. Donc bon, c'est horrible, clairement, parce que cet enfoiré, en plus d'avoir fait du mal à sa femme et à ses filles, il fout tout sur le dos de sa femme. Voilà. Enfin bon, les enquêteurs, heureusement, ils l'ont pas cru. En parallèle, sur le site, donc, ils ont trouvé Shannon dans un trou peu profond. Et c'est horrible. Et ils ont trouvé Bella et Céleste, chacune dans une des cuves de pétrole. C'est horrible. C'est horrible.
Chris a donc été arrêté pour le meurtre de sa femme et ses filles et de son fils à naître. À l'autopsie, on a découvert que Chris avait étranglé sa femme en 4 minutes et qu'il avait ensuite étouffé Bella et Céleste. La plus vieille, Bella, on sait qu'elle s'est débattue parce qu'elle s'est mordue la langue et son corps portait de nombreuses marques défensives. Désolée, c'est dur. Pendant son procès, plus de détails ont été apportés sur la façon dont Shannan a été tuée. Concernant Bella et Céleste, Chris n'avouera pas les meurtres. Le juge, heureusement, il ne l'a pas cru du tout. Le procureur dira qu'il a pris la vie de sa femme lentement, en sachant qu'il faut 2 à 4 minutes pour qu'une personne meure par strangulation. Le frère de Shannan, lui, dira que Satan ait pitié de ton âme. Le juge donc conclura en disant « Je commence ma 17e année au sein de la justice et je peux vous dire objectivement que c'est sans doute le crime le plus vicieux et inhumain que j'ai eu à traiter parmi des centaines d'affaires. » Je suis pas surprise. Chris a donc été condamné à 5 peines d'emprisonnement à perpétuité le 19 novembre 2018 et à 48 ans supplémentaires pour interruption illégale de grossesse. La peine de mort n'a pas été prononcée à la demande de la famille de Shannan qui ne voulait pas de mort supplémentaire. Les corps de Shannan, Bella et Céleste ont été rapatriés le 1er septembre 2018 en Caroline du Nord, date à laquelle il y a eu les funérailles à l'église du Sacré-Cœur. Les funérailles ont été diffusées en direct sur Facebook et vues par plus de 150 000 personnes en direct. Shannan, Bella, Céleste et Nico sont enterrés au cimetière Bethesda à Appleby, en Caroline du Nord. Chris, lui, est actuellement incarcéré à la prison de Waupun dans le Wisconsin, à un pénitencier à sécurité maximum. C'est bien, ça lui fait les pieds à ce... Il serait encore en contact avec Nicole Kassinger. Son codétenu David Carter a révélé que ce malade était toujours en contact avec elle. En effet, Nicole Kassinger, qui a changé de nom et quitté donc le Colorado après les meurtres, aurait écrit à Chris sous une nouvelle identité. Et Carter donc raconte que Chris lui a expliqué que Nicole, en fait, elle avait besoin de lui parler pour éclaircir certaines choses. Donc, vu qu'il n'était pas censé avoir de contact avec elle, maintenant tous ses courriers sont ouverts et surveillés. Bien fait pour lui. En prison, Chris va écrire un livre intitulé Letter for Christopher, où il dira que c'est un homme de Dieu. Ouais, mon cul, hein. Dans le livre, il va avouer donc avoir drogué sa femme avec de l'oxycodone afin de la faire avorter. Il va pleinement avouer sa culpabilité, même si on le savait déjà en fait. Il va dire qu'il a tué effectivement ses filles en premier, chacune leur tour, et ensuite qu'il a fini par étrangler Shannan. Il avouera également qu'il a accusé Shannan parce que c'est ce qui lui paraissait correct en fait à ce moment-là, vous savez, au commissariat et au jugement. Mais comme il se sentait coupable, il a fini par la disculper dans ce livre. Il dira également avoir été hypnotisé par sa maîtresse, il était obsédé par elle, et la veille du drame, le 13 août 2018, il emmène ses filles à une fête d'anniversaire
Et quand il les observe en fait courir et être heureuse et profiter de la vie en fait, hein, comme des enfants à un anniversaire, hein, il dira que lui ne ressentait rien, qu'il voulait juste les voir mortes. Mais attendez, hein, c'est pas tout, hein, j'ai pas fini. Dans le livre, il va aussi avouer que le jour des meurtres, quand il s'est levé, il savait qu'il allait les tuer. Il avait pensé plusieurs semaines avant. Le 12 août, quand j'ai terminé de coucher les filles dans leur lit, je me suis éloignée en disant « C'est la dernière fois que je borde mes bébés ». Je savais ce qui allait se passer le jour suivant, mais je n'ai rien fait pour éviter ça. Le matin du 13 août, j'ai été à la chambre des filles avant de réveiller Shannon. D'abord, je suis rentrée dans la chambre de Belle et après celle de Céleste. Et j'ai utilisé un oreiller pour les étouffer. Après, je suis allée dans la chambre avec Shannon. On a commencé à discuter et on parlait de vendre la maison, d'acheter quelque chose de moins cher. Après, on a parlé de comment j'allais obtenir un appartement et vivre seule. Shannon a commencé à pleurer parce qu'elle ne voulait pas se séparer. Et elle m'a dit qu'elle m'aimait. Je me sens mal parce que je lui ai dit que je l'aimais pas et qu'on n'était pas compatibles. Pendant qu'elle pleurait, son mascara coulait sur ses joues. Elle m'a dit qu'elle n'y arriverait pas seule au Colorado avec 3 enfants. Je lui ai dit que je pouvais l'aider et qu'elle allait y arriver. Plus tard, elle est devenue furieuse et elle m'a dit que si je la quittais, elle ne me laisserait pas voir les enfants et elle était habituée à avoir tout ce qu'elle voulait. Et que les choses se fassent à sa façon. Mais quand elle a compris cette fois qu'elle n'y arriverait pas, elle s'est enragée et a commencé à balancer des menaces pour avoir ce qu'elle voulait. Cette fois-ci, j'allais pas céder à ses demandes. C'est à ce moment-là que j'ai sorti ma colère. Des années à me dire quoi faire ou non, à m'éloigner de ma famille pendant des mois, toutes ces semaines à penser comment la tuer et maintenant on y était. Quand elle a commencé à perdre connaissance d'une certaine manière, je la fixe attentivement, je l'attrape par le cou. Je vais serrer, serrer, serrer tellement fort jusqu'à couper le sang qui va jusqu'à son cerveau. Et là, elle était morte, sous mes yeux. Ça a été plus facile que de tuer les filles. Et elle s'est couchée, elle ne s'est pas débattue. J'ai serré sa jugulaire le plus fort possible, je ne pouvais plus la lâcher. Je savais que si je lâchais, elle m'éloignerait de ma Nicole. Ses yeux se sont remplis de sang et elle me regardait pendant qu'elle mourait. Je savais qu'elle était partie quand son corps s'est soulagé. Elle était en train de mourir et là, je la voyais partir, petit à petit. J'étais en train d'envelopper son corps quand les filles sont rentrées dans la chambre. Je ne comprenais pas comment c'était possible. Si je voulais être avec Maniki, je devais les tuer. J'enveloppe le corps de Shannon et Bella continue à me demander ce qui est arrivé à maman. Les 2 filles étaient en pleurs. Je leur ai dit que maman allait bien, qu'elle était juste un peu malade. J'ai tenté de porter Shannon, mais elle était trop lourde, alors je l'ai traînée dans les escaliers. Bella pleurait et Céleste commençait à chouiner. Les petites me regardaient choquées. C'était un cauchemar. C'est pour cette raison que j'avais prévu de les tuer avant, pour que ce soit plus facile pour elles et pour moi. Je me suis rendu compte que tout ce que j'avais planifié depuis des semaines était sur le point de se réaliser. J'étais furieux contre les filles, car elles n'étaient pas mortes. J'étais furieux contre Shannon qui aurait tué tout ce qui se trouvait sur mon chemin. J'ai descendu Shannon de la camionnette, j'ai étouffé les petites et je les ai mises chacune dans une cuve de pétrole. Quand je l'ai fait, j'ai su que je ne les reverrai jamais. Mais vous savez quoi? Ça me faisait rien. D'ailleurs, je les ai mises dans 2 cuves différentes pour qu'elles ne se réveillent pas à nouveau et pour qu'elles soient le plus loin possible de Shannon. J'étais tellement en colère contre Shannon parce qu'elle m'empêchait d'être avec quelqu'un que j'aimais. J'ai creusé un trou pour Shannon. Quand je l'ai sortie du drap,
elle a roulé dedans. J'ai cru qu'elle avait accouché à ce moment-là. Elle est restée face contre terre. J'étais tellement en colère contre elle, je ne pouvais même pas la changer de position. À partir de ce moment-là, je pouvais sentir que j'étais libre pour être avec Maniki, mon amour. Mon amour pour elle me dépassait. Je ne ressentais aucun remords d'avoir tué ma propre famille. Voilà, je vous avais prévenu que c'était plus qu'horrible. En fait, c'est la pire histoire franchement que j'ai jamais entendue. Ce mec, c'est un pourri, un salaud, un enfoiré. Enfin bref, ma vidéo, elle est pour un hommage à Shannon, Bella et Céleste et Nico. Donc je vais pas être trop vulgaire. J'ai presque fini. Je voulais finir quand même sur un peu de positif. J'avoue que c'était dur de trouver du positif dans cette histoire. Hein. Mais bon, j'ai réussi à en trouver quand même un petit peu. Cette affaire a tellement choqué et retourné l'estomac aux États-Unis qu'une série en fait pour enfants qui est numéro 1 là actuellement aux États-Unis, qui s'appelle CoComelon, a donné le nom Bella, Sissi et Nico à 3 des personnages principaux. Je vais vous mettre un petit extrait. Donc Bella, Sissi pour Céleste et Nico pour le bébé à naître. C'était son nom à la base, ça devait être son nom. Donc je vais vous mettre un petit extrait et je trouve ça vraiment gentil. Et là c'est actuellement, je me répète, mais c'est numéro 1 aux États-Unis. Quasiment chaque enfant regarde ces dessins animés tous les jours et entend Bella, Sissi et Nico. Et c'est franchement cool de la part du réalisateur et de la production d'avoir fait ça. À mon avis, cette histoire, elle a dû tellement les retourner que voilà, ces 3 personnages principaux. Je vous mets l'extrait de la vidéo. Voilà, c'est fini. Je vous avoue que ça a été super dur pour moi de tourner cette vidéo. Je vous avoue que j'ai fait des pauses. Ça se verra peut-être au montage, peut-être que j'aurai pas la même position et tout. Voilà, j'ai dû faire des pauses parce que malgré que je suis une fan de true crime depuis des années, cette histoire elle est terrible. Pour moi personnellement, elle est terrible.
Je la fais au début de ma chaîne, mais de toute façon, pour moi, c'était quelque chose à faire en priorité. Donc j'espère que ce sera correct, que ça plaira à la famille, parce que depuis ça fait 2 ans, je suis abonnée au Facebook de la famille. C'est en fait, je vais peut-être vous mettre le lien, enfin je sais pas si j'ai le droit. Enfin, vous regardez, ça s'appelle Shannon, Bella et Nico. Donc c'est sur Facebook, c'est la famille qui a créé ça. Ils mettent des photos en permanence donc des enfants, de Shannon. Il y a un forum de discussion. Moi, je suis abonnée à ça depuis plus de 2 ans. Et j'ai parlé avec la famille, enfin, un petit peu, parce qu'il y a énormément d'abonnés. Mais à un moment, elle demandait d'où on venait en fait, de quel pays en fait, et j'ai répondu Caroline du Sud en fait, et on s'est parlé un petit peu et c'était super cool. Voilà, c'était super cool. Cette histoire pour moi, elle est voilà, mais allez voir, allez jeter un petit coup d'œil en fait sur le Facebook, et vous pouvez mettre un petit mot, vous trouverez facilement, et je pense qu'un petit mot de soutien pour la famille, ça leur fera pas de mal. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Faites gaffe à vous. Bye!